Hello, Salamatuko. Bonjour. Yara Batouk. Bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, je crois qu'on peut commencer. Je pense qu'on nous entend. On est chacun à l'autre bout du monde et en ligne ou en présentiel. Mais il me semble qu'on peut démarrer pour cette session sur les imaginaires, la globalisation et les imaginaires, et pour laquelle on a le plaisir de recevoir dans un premier temps Madame Elianta Razwan Harrison, qui est historienne, directrice de la mention Histoire à l'Université d'Ancaster-Santa et aussi présidente du Musée de la photographie, et qui est historienne, qui a aussi pour objet de travail la photographie. Et puis on entendra aussi, on a l'immense plaisir d'accueillir Jennifer Cole, anthropologue, professeur à l'Université de Chicago, et qui travaille notamment sur les migrations par le mariage de Madagascar vers la France. Et dans un second temps, on entendra Fanny Chabrol, qui est chercheur à l'IRD et qui travaille au CEPED et qui travaille sur les systèmes de santé, les politiques publiques et la santé mondiale. Et on fera un crochet par l'Afrique du Sud avec Divine Fu, qui est professeur associé d'anthropologie à l'Université de Cape Town et aussi directeur d'une co-chair of the Global Africa Group of the World Universities Council. Et enfin, on entendra Alexandre Rios Bordes, qui est lui aussi historien au laboratoire ICT, Identité, Culture, Territoire, les Europes dans le monde à UPC. Alors, on n'a pas énormément de temps, une dizaine de minutes, un quart d'heure chacune et chacun. Et ben, peut-être, si tu veux, Eliante, puisque c'est comme ça que c'est indiqué dans le programme, si Mhm. tu veux commencer à nous parler d'imaginaire, peut-être photographique, je sais pas, et de ta vision du global en tant qu'historienne à Madagascar. D'abord, bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce marathon du GRIP donc, de cette année. Et pour me permettre de parler surtout du musée de la photographie parce que euh, mon panel étant classé dans globalisation et imaginaire culturel. Donc, j'ai axé ma participation à partir de ce que nous vivons tous les jours au musée de la photographie. J'ai donné comme intitulé de ma présentation le musée de la photographie, creuset local et fenêtre sur le monde, ou comment vit-on la mondialisation au musée de la photographie de Madagascar. D'abord, je me présente, Julien l'a déjà dit tout à l'heure, je suis Eliane Trazolarson, présidente et cofondatrice du musée de la photographie de Madagascar, qui est un lieu, c'est un établissement qui se trouve dans le quartier historique de la Haute-Ville d'Antananarivo, capitale de Madagascar. Les objectifs du musée de la photographie de Madagascar sont le partage à travers la photographie de l'histoire de Madagascar en vue de son appropriation par les Malgaches, la conservation, la préservation et la valorisation du patrimoine photographique malgache. Ce sont nos trois principaux objectifs. Et c'est un musée historique ouvert au grand public tous les jours du mardi au dimanche et accueillant aussi des groupes tout en organisant des visites privées à la demande. Le musée de la photographie propose un panel de photographies de divers formats, des projections de films et des objets. Mais aujourd'hui, je vais partager mon expérience au musée de la photographie de Madagascar, qui est un point d'interconnexion de Madagascar avec le monde, c'est-à-dire un haut lieu de rayonnement de la globalisation en contexte culturel. Le musée de la photographie est une institution d'éducation à l'histoire de Madagascar et à son rayonnement dans le monde,
parce que il est donc dans nos activités de faire connaître Madagascar à travers ce que nous faisons. Et voilà pourquoi c'est une fenêtre sur le monde pour les nombreux jeunes qui fréquentent donc cet établissement, pour l'équipe qui y travaille et pour ceux qui pratiquent en tant que stagiaires ou encore les gens qui viennent pour visiter des Malgaches ou d'autres nationalités qui viennent passer au musée de la photographie. Le musée de la photographie est un établissement culturel privé au service du patrimoine photographique et de l'histoire de Madagascar, né de l'association d'un enseignant-chercheur, c'est-à-dire moi, avec un homme d'affaires, deux mondes que je pensais incompatibles jusque-là. Car grâce à cette association, nous mettons la numérisation ou encore le numérique au service du patrimoine. Et c'est ce qui est à l'origine donc de cette ouverture de Madagascar, du musée de la photographie internationale, et qui a fait du musée de la photographie avec ses produits une fenêtre ouverte sur le monde. Parce que grâce à toutes nos activités, au matériel que nous utilisons, les frontières tombent, les barrières tombent, et puis ceci permet à nos visiteurs d'avoir un regard sur le monde et ce qui permet aussi au musée de la photographie et à Madagascar à être vu par le monde entier. Dans un premier temps, j'explique quelles sont les caractéristiques et les méthodes de travail permettant au musée de la photographie cette rencontre locale globale. Le musée de la photographie est un lieu de rencontre réel et virtuel grâce aux plateformes qu'il héberge et les réseaux sociaux qu'il sollicite pour son rayonnement dans le monde. En présentiel, Malgaches et toute autre nationalité sont les bienvenus au musée de la photo. En effet, le nombre de touristes qui viennent visiter le musée de la photographie ne cesse d'augmenter et nos visiteurs en ligne également. Porté par sa mission d'éducation citoyenne, le musée de la photographie reste très attentif à ce qui fédère et unit les Malgaches dans le choix des thématiques de toutes ces productions que je présenterai plus loin. Le musée de la photographie est convaincu de sa participation à la construction de l'unité nationale et de l'identité malgache. Et dans toutes ses actions, il vise à faire rencontrer les Malgaches entre eux à travers les contenus de ses produits. Et le musée de la photographie se veut aussi comme un lieu qui permet des voyages à l'intérieur de l'île, et particulièrement pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Par exemple, les expositions, voyages en PIV et bars à transporter les Malgaches dans ces contrées du sud, centre-sud de Madagascar. Notre exposition sur les trains, sur la chaise à porteur, l'or, le zébu, et aujourd'hui, nous avons la Maison des Vivants, transporte les visiteurs un peu partout dans l'île. Par ailleurs, l'approvisionnement de la base de données, notre base de données, jusqu'à la conception des expositions, c'est-à-dire que nous scannons les images et nous avons une base de données qui nous sert de réserve, mais qui est aussi le patrimoine photographique en devenir. Jusqu'à la conception des expositions sont toujours des projets collaboratifs qui voient la participation active de ses amis, donc des amis du musée, partout dans le monde. Certains donnant ou prêtant des photos ou des objets ou des documents, tandis que d'autres participent financièrement. Donc il y a cette ouverture qui fait que le musée de la photographie ne travaille pas que localement, mais il y a cette participation, on va dire globale, parce que nos amis sont partout dans le monde. Il y a également les diverses conventions avec les particuliers, avec des partenariats d'ambassade, comme nos fidèles amis d'ambassade de Suisse et d'Allemagne, les ententes régionales comme ce que nous avons avec le Blue Penny Museum de Maurice, le musée ethnographique de Genève, ou encore avec les archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence, sont les témoins de notre ouverture au-delà des mers. Les circulations de nos produits, aussi bien à Madagascar qu'à l'international, ont abattu bien de frontières. Par exemple, en décembre, notre exposition Limbe sortira de nos locaux et s'externalise pour être accueillie à La Réunion, où elle sera présentée dans les locaux du Conseil régional de La Réunion pendant un mois. Ça veut dire que cette ouverture du musée de la photographie cadre bien dans cet imaginaire de globalisation.
Et certaines expositions que nous avons produites poursuivent l'itinéraire du réseau des Alliances françaises à Madagascar, tout comme celles qui s'exposent dans les lycées de la capitale. Les actions de médiation mettant en ligne les propriétaires des archives photographiques avec les usagers des lieux sont tout aussi des actions d'ouverture et d'interconnexion humaine que pratique le musée de la photographie. Il faut également citer le fait qu'étant une action recherche, car je continue à travailler sur le sujet de la photographie depuis la thèse jusqu'à maintenant, et des usages de la photographie, le musée de la photographie est à l'origine de partenariats universitaires internationaux et des travaux de recherche tels que le projet international sur Transloyalties and Citizenship qui regroupe des chercheurs de Norvège avec Afrique du Sud, Maurice et Madagascar qui œuvrent pour le développement de l'enseignement de l'histoire de Madagascar, pour mon cas, donc Madagascar, pour l'éducation à la citoyenneté. Donc autant d'activités qui, euh, qui ouvrent donc cet imaginaire de la photographie et du patrimoine photographique malgache sur le monde entier. Mais je me suis également demandé quels sont les produits. Donc je vais exposer quels sont les produits du musée de la photographie qui permettent ces va-et-vient entre le local et le global. Nous produisons des expositions permanentes de 6 mois, mais également des plus petites, temporaires, composées de photographies et d'objets. Nous produisons des films d'histoire et de culture malgache réalisés par notre équipe et qui sont projetés dans les 4 salles qui existent donc dans notre bâtiment. Nous produisons également des conférences sur Madagascar aux thématiques et aux intervenants les plus diversifiés en présentiel, ensuite postés en ligne via notre page YouTube. Il y a aussi les publications au format divers sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et des podcasts et des publications sur YouTube. Et sur place, nous avons une librairie qui met en valeur les publications sur Madagascar et aussi donc de l'artisanat malgache. Quels outils ou quelles passerelles permettent aux usagers cette projection dans le global? Notre page Facebook, très active, avec près de 20 000 followers disséminés en divers endroits du globe, nous met en relation donc avec pas uniquement des Malgaches, mais des, euh, des intéressés de différentes nationalités, comme notre page Instagram également. Et il y a aussi notre chaîne YouTube qui propose nos podcasts, les conférences, les interviews et les créations à contenu historique que nous produisons à travers donc cette chaîne. Il y a aussi donc TripAdvisor qui nous met dans les 3 premiers endroits à visiter à Antananarivo. Voilà quelques points de visibilité à l'international qui nous encouragent dans notre mission de partage. Qu'est-ce que je vais dire en conclusion? Je dirais que c'est sa vocation même qui propulse le musée de la photographie sur le global. Constituer le patrimoine photographique de Madagascar l'amène à rassembler des éléments issus de fonds publics et privés de partout dans le monde par le biais de la nouvelle technologie de la communication. Le numérique constituant le principal outil de travail aide le musée de la photographie à transformer les informations en data qui approvisionnent notre base de données jusqu'aux réseaux sociaux auxquels nous recourons pour la diffusion et la communication de nos contenus au pluriel et le local. Voilà en gros ce qu'il en est du musée de la photographie dont je suis la présidente. Donc je vous remercie. Ben, merci beaucoup, Eliante. Euh, J'aurais juste une question, mais peut-être en fonction du temps dont on disposera, on rassemblera d'autres réflexions après avoir entendu Jennifer Cole. Mais ma première question, d'abord, c'est bravo et félicitations pour ce beau travail que tu mènes au Musée de la Photo, qui est aussi un engagement citoyen, si j'ose dire. Et j'avais une question un peu provocatrice, mais volontairement pour la réflexion. En t'écoutant, j'entendais euh,
voilà, se côtoient dans ce beau projet un homme d'affaires, Vaza, enfin, qui n'est pas malgache, un public constitué de touristes, entre autres, Mhm, euh, et l'utilisation d'un lieu, d'un bâtiment, mais aussi de technologies telles que Facebook, Instagram, YouTube. Et ma question, c'est dans quelle mesure il est compliqué ou pas de faire collaborer ça, cet ensemble et d'autres points également, mais avec une autre des missions que tu entends porter à travers ce musée de la photo, qui est celle que tu as décrite comme une éducation citoyenne, une euh, contribuer à l'unité, à une certaine unité nationale et comment ça s'articule, en gros, ça articule des préoccupations locales et globales. Je rappelle que non seulement tu as pour objet la photo en tant que chercheur, mais que tu aussi formes des étudiants. Et donc, est-ce que ces photos sont prises dans leur témoignage et dans leur exposition à ces différents publics, mais elles sont aussi l'objet de recherches d'étudiants malgaches. Et est-ce qu'elles viennent nourrir du coup des imaginaires ou questionner des imaginaires de ceux qui ont pris ces photos et des relations coloniales qu'il y a pu y avoir, des représentations derrière l'appareil photo, il y a une personne et il y a aussi toute une idéologie, un contexte, une époque qui vient figer un autre imaginaire, d'autres représentations. Bon voilà, je m'arrête là parce que c'est mhm, long à répondre, bien sûr, j'en suis conscient, mais voilà, c'était pour un peu mhm, euh, problématiser mhm, l'aspect très positif de ton exposé et du musée de la photo, mais pour le réintégrer dans des mhm, problématiques qui mettent en jeu local, global. Voilà. Si tu as une petite mhm. D'accord. réponse à ça. Je réponds tout de suite ou j'attends ce que Jennifer. Bon, comme tu veux. Bah, si je peux répondre maintenant. euh, Oui. Merci beaucoup pour cette question. Et oui, effectivement, le musée de la photographie n'est pas une action toute seule. C'est effectivement, je suis enseignante et je développe cette problématique de l'image et de la représentation à l'université et aussi des mémoires, de mémoires de master qui se préparent autour de cette problématique de la photographie, justement. Effectivement, au musée de la photographie, nous utilisons la photographie non pas pour illustrer ou pour faire joli, mais en fait, c'est le médium que nous utilisons pour partager l'histoire de Madagascar, qui est notre objectif principal. Voilà pourquoi tu as tout à fait raison d'avoir évoqué notre mission d'éducation citoyenne, parce que nous revendiquons cela car nous nous sommes donnés comme mission d'éducation l'histoire de Madagascar d'abord, en utilisant donc la photographie, parce que Madagascar a un patrimoine photographique qui a traversé la chronologie, donc depuis son arrivée en 1853 dans l'île jusqu'à nos jours qui se développe et que dans chaque contexte, chaque représentation photographique a son sens, comme tu as dit, ceux qui sont devant l'objectif et ceux qui sont les techniciens qui sont derrière les objectifs et qui manipulent la technique. Et tout cela s'articule, euh, pour le cas du musée de la photographie, d'abord, cela s'articule par les productions de contenu historique que nous proposons à notre public, les films que nous proposons dans les salles de projection, les expositions qui répondent à des thématiques bien strictes avec la problématique que nous présentons, tout cela dans un regard global malgache d'abord, pour que ça ne concerne pas qu'une seule localité, mais que chaque production touche l'ensemble du territoire et tous les visiteurs qui arrivent. Bien sûr, il y a des touristes, comme tu dis, mais
Je tiens à noter que la grande majorité de notre public, ce sont des jeunes malgaches des lycées, des écoles et aussi des universitaires. Et généralement, les familles arrivent le week-end, mais on touche vraiment un grand public. Et c'est ce qui nous encourage dans cette mission d'éducation à l'histoire de Madagascar et cette photographie qui accroche le regard et grâce au texte que nous produisons avec, mène les gens vers des réflexions plus profondes, comme ce que tu as dit, pour analyser les images qui s'offrent à leurs yeux. Et dans une démarche académique à l'université, il y a cette formation, éducation à l'image que nous donnons à l'université à nos étudiants pour comprendre comment lire les images, quelle sémantique se développe derrière les images et selon les périodes, et comment l'historien doit-il faire pour se servir de ces images-là dans leur discours et aussi dans leurs analyses. Et cela se traduit par les travaux de recherche d'étudiants, les divers masters qui utilisent des corpus photographiques spécifiques. Euh, pour terminer, sur les travaux de recherche de plus grande envergure, excusez-moi, c'est cette action de l'enseignement de l'histoire de Madagascar pour développer la citoyenneté. Ce n'est qu'un exemple parce que nous sommes convaincus que une histoire de Madagascar qui se raconte de manière rigoureuse et inclusive en dehors de la salle de classe permet aux élèves, aux jeunes de comprendre ce que c'est que cette unité nationale, de cette identité malgache. Et si on considère cela dans salle de classe, la montée en compétence d'enseignants dans l'enseignement d'une histoire de Madagascar inclusive participe à cette éducation à la citoyenneté, ce qui permet à l'individu malgache de se tenir debout dans cette globalisation qui ne cesse de se développer. Donc, la question de l'identité est importante dans les usages et les interprétations de la photographie. Voilà, en gros, si je peux Ah oui, mais tu as dire très ça. bien répondu et merci beaucoup. C'est passionnant, on pourrait encore développer, mais malheureusement, on va manquer de Mhm, temps. mhm, Tu as mentionné l'utilisation des réseaux sociaux, de Facebook, mhm, Instagram, YouTube, mhm. qui sont aussi un lien entre le local et le global de façon de plus en plus prégnante, comme il y a pu en avoir d'autres par le passé qui passaient par des échanges épistolaires Oui. ou d'autres Mhm, moyens. Et là, c'est une transition vers Jennifer Cole, dont je ne sais pas sur quel terrain elle va vouloir aborder cette problématique des imaginaires, mais dont je sais que les travaux portent aussi sur si on peut faire le lien, sur ces connexions entre plusieurs mondes et les négociations à travers le mariage notamment, de pouvoir, d'identité que ça peut engendrer. Mais je te laisse tout de suite la parole, Jennifer, parce Merci. que... Et donc, je m'excuse, je vais parler en anglais, mais après, on peut poser les questions en anglais. Ok. So when you asked me to talk about what has changed in my field research over the past 25 years of globalization, just for my purposes, I understand the period of contemporary globalization to be a bit longer in the sense that I would date it from the fall of the, hold on, I got to put my speaking language in here in English so they can get my transcript correct. So from the fall of the Berlin Wall around 1989, right? And then through to today. And I think it's notable that the incoming president, Donald Trump, announced yesterday that he wanted to impose trade tariffs on Mexico and Canada, which in theory is a violation of NAFTA, the North American Free Trade Agreement, which is often taken as one of the key signs of 1990s style globalization. So we can see that, this period is this period ongoing, and what measure is a question. But so I'm going to be talking about 1990 to 2025 four. So, and my topic is the question of women's upward social mobility through marriage,
or what people refer to as marriage migration. And I want to talk about the context and the case of Malagasy marriage from coastal Madagascar to France. And I should say, just in terms of methodology and who I am, I'm a cultural anthropologist. I have worked in Madagascar and France since the early 1990s. And so I kind of watched Madagascar undergo contemporary globalization. I sort of lived through that with them to some degree. And the method I really use is one of following the population. So I followed the same population kind of historically in time and through different life phases for the past 30 years. And what interests me is the question of how a population changes over time, right? And how that happens through everyday kinds of practices like marriage that are intimately tied up with the more imaginary kinds of practices we'll be talking about, but I'm going to be talking very much about the social aspect of that. So rather than taking a historical approach or a sociological one, my method is long-term ethnography. And I've been working with this community, as I said, for about 30 years. So to understand then what has changed, right? And I took the question literally, like what has changed in this group in 25 years or 30 years, right? So to understand what has changed, you have to understand what things used to look like, right? In the quote, beginning, right? And my beginning here is about 1989 or 1990. So in 1990, there were very few Malagasy who lived in France. And this is especially the case if we compare them to other well-known post-colonial groups, including Algerians, Moroccans, Malians, right? And in around 1991, the sociologist Chantal Kren estimated that there were about 13,000 Malagasy living in France. And many of those who were there were people who came from the Merina ethnic group of the High Plateau, and they'd usually come for higher education, and they stayed in France, or else they returned to Madagascar for work and then took up jobs in the administration, right? So at this particular point in the 70s and 80s, it's a very elite kind of migration. And then what starts to happen over the 1990s, right, is that the makeup of the broader Malagasy diaspora, and by Malagasy, I mean the entire island, right? But that diaspora starts to change, right? And so with both economic hardship in Madagascar and the liberalization of the economy, and then all of the different kinds of new communications that have been mentioned. And I should say that it wasn't very easy to get even cell phones weren't in Madagascar in 2000. There was internet cafes, but it was still a complicated affair to get to them. It wasn't an easy thing, right? And so at that point in the 1990s, more people began to come, right, who are not elite. And during the same period, however, the origins of migrants who are coming also began to shift. And so what happens is you get more people coming from the coastal regions, right? And many of the people who came were women, right? So today there was a survey in about 2017 that estimated that there were some 150,000 Malagasy living in France. And importantly, 2/3 of that are women, right? And that's significant because it's literally the inverse of most other post-colonial groups that we know about. Malians, it's 2/3 men and 1/3 women, right? So it's a very feminized diaspora, right? And the majority of these women have come through marriage. So when they come, when these women look, so I'm again specifically talking about coastal regions and the north in particular, and when these women come, they're really hoping that they can build a new life for themselves and that they can then accrue kind of power and authority within their social networks back home, right? And this is an old practice, right? So Malagasy have long had a word for women who forge relationships with European foreigners and referring to them as vadinbaza, which is a word that's made up of the word for spouse, which is vadi, and the word for foreigner, which is vaza. And it's interesting, the language, Malagasy language is gender neutral, but the term is only used for women, right? So it's not a common term or institutionalized for men at all. In fact, it's not something that's particularly appreciated for men. So
today, basically, that's a practice that long existed in Madagascar, and the people used to integrate, the Malagasy used to integrate foreigners into Madagascar. And now women are using that same mechanism to kind of integrate themselves into the rest of the world, right? So what does this new diaspora that has formed in the last 30 years look like? It includes the social formation includes racially mixed marriages, right, between coastal Malagasy women and largely white provincial Frenchmen. The white husbands usually work in a variety of working class occupations, right? And I usually would think of them as the butcher, the baker, the candlestick maker. So kind of simple tradespeople or farmers. And the women usually take up jobs in care work, in agriculture, or in cleaning. And members of this community live scattered from one another across provincial towns in rural France. And so, for the most part, their existence is really invisible. However, as Julien well knows, they come together at balls, at dance parties thrown by Malagasy musicians. Uh, Non, non, continue. Je disais juste qu'il va falloir qu'on écourte parce qu'en fait, okay. ouais. Yeah, okay, I'll go quickly. So I wasn't sure what the rest of the message was. Okay, so but they come together frequently, right? And they also then receive they also have ongoing connections with northern Madagascar, and they go back there regularly whenever they can, right? So, and of course, in the shadow of this positive depiction that I've given are enormous risks, close calls, and betrayals that these women have encountered along the way and may yet encounter, not to mention the far less sanguine fate meant by those who wind up in domestic servitude or slip into prostitution. So the question then arises, if the past 20 or 30 years have given rise to a new diasporic formation of mixed marriages, how has that happened, right? And so in the remaining time, I just want to give you two very quick glimpses and focus on the question of marriage brokering. And in my larger work, I do something much more complicated and long about all the different ways they make these marriages work. But here I just want to look at how they start these things out. So how do these couples find one another and what has changed? So we usually think about institute matchmakers, right, as one of two things. Either the kind of classic familial matchmaker, right, that, I don't know, you might know from Fiddler on the Roof, or just, someone who's very kind of traditional matchmaker. But then you also can think of more globalized kinds that happen on like eHarmony, right, or Meetic, right, which are sort of, institutionalized on the internet. But the way women started finding each other husbands was not either of these two. Rather, they relied on a much older circuit that started with the chasseurs français, or chasseurs français, rather, and the ads and the petite annonce that started back in the 19th century or early 20th century. They also used like small local newspapers like La Volonté Paysanne, or else newspapers associated with the Catholic Church. And so usually what would happen was women who were serving as brokers would place ads in these papers. And the ads were fairly simple. To give you a sense, they would read something like this. Young Malagasy woman, 1.55 meters, 50 kilos, size 38, brown eyes with a 5-year-old daughter, seeks a man between 40 and 55 who can change my life and won't make me suffer. We must respect one another. And then the ad offers a cell phone number and a contact. And the use of the French telephone number suggests that it's another woman who has posted for her in France on her behalf, right? And many ads also use phrases like looking for an enduring relationship, right, with the aim of marriage, or else warn that those who are pas sérieux need not apply, right? And responses would be sent directly to newspapers, and they would be culled with an eye to the particular person they were trying to help, and then they would be distributed, right? Now, this raises the question of how the laws were, like what the laws were, what the immigration laws were that affected what women could do.
And basically, up until about 2006, really 2007, women were able to come to France on a tourist visa and then meet the man and then actually marry and clinch the deal, right? And usually a woman would contact someone in France, get a certificat d'hébergement, come and then find the person and marry. And this could end up in some very rocambolesque situations that I can't go into detail here. But they would do it that way. And what's happened then, and that's how a lot of the women that I know and worked with came. But what's happened, of course, is we know globalization is both includes both open periods of openness and periods of closure. And clearly, we've been going through a period of closure recently, and that started, of course, a while ago. And in the terms of immigration regulations, in 2007, Sarkozy put in a law that said that if you wanted to marry, you had to go back to the country of origin and apply for your visa from that actual country, right? And so what that has meant is that before it was fairly easy. You might put an ad in and you could get 50 responses. You could bring them back to all your friends and you could help them and your friends could come. And it was fairly easy. I mean, not that easy, but it was doable. Now what's happened is you need to have a woman in France who takes a man back to Madagascar. So what you have are these kind of unofficial marriage tours where either somebody will set up a relationship ahead of time, cultivating it for a particular niece or a particular daughter or somebody who's in Madagascar, and they will put an ad in the paper, they will cull the ads, they will pick the person, and they will bring the person back to Madagascar. So it's sort of marriage tours à la malgache, which just means very low budget kind of way of doing it. And that is now, so it really basically takes a lot more financial investment and social investment on the part of the groom who has to pay for everything, and on the part of the woman who brokers the match, right? And so that has made things much slower, but it has not entirely cut off the system. And so I really just wanted to point out to these two different ways of doing things and the way they've changed over time. And of course, I can't go over here all the details to it, but it gives you a sense of the way in which globalization, in terms of a combination of immigration regulations and social media and the local practices of the particular coastal Malagasy people that I work with, have given rise to an entirely new demographic in France that really did not exist before at all and continues to flourish there. And I think continues to benefit both the French communities into which these women have gone, because these men would not have wives otherwise. And I think that the women work really hard and also in some ways help people who are back in Madagascar. So in some ways, although there are, of course, dérives and problems at times, it's a win-win situation. So I'll stop there. Thank you. Merci beaucoup, Jennifer. Thank you very much. Et j'encourage les gens qui voudraient poursuivre cette réflexion à guetter la sortie de ton prochain ouvrage, puisque tout ce travail est en cours de publication dans un livre qui va sortir prochainement. Et j'aurais plein de choses à dire, mais malheureusement, on enchaîne avec des vidéos filmées et donc qui ont un temps incompressible. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et on va commencer un autre segment de ces marathons, des 24 heures des conversations autour du monde et 24 heures dans même monde, les marathons du GRIP. Et pour ces segments, on voulait saluer Alexandre Rios Bordes et qui se connecte et depuis Paris et en préenregistré, mais qui le jour de la manifestation sera au récit à Belo Horizonte. Et bonjour Alexandre. Bonjour. Merci Alexandre donc d'avoir accepté et surtout c'est que nous on voudrait entendre un peu ici dans cet événement assez particulier. C'est un peu la thématique que nous en tant que GRIP on vous accompagne. On vous soutient, c'est vous que vous la faites, mais nous on vous soutient avec plaisir. Donc en fait on voudrait savoir un peu plus qu'est-ce que c'est votre thème et depuis quelle position vous le présentez. Voilà. Alors, il s'agit d'un colloque qui a reçu le soutien du GRIP, qui va donc, comme Esteban vient de le dire, se dérouler à Belo Horizonte au moment où certains d'entre vous écouteront cet entretien. C'est un colloque qui, de mon point de vue, pour moi, vient d'un programme de recherche, dérive d'un programme de recherche que je dirige,
qui s'appelle le programme ENNEMI, et qui travaille à une socio-histoire des relations des sociétés contemporaines à la menace. Et dans le cadre de ce travail à l'époque contemporaine, évidemment, sur le long XXe siècle, la figure qu'on ne pouvait pas rater, c'était la figure communiste. Et donc, j'ai travaillé avec certains de mes collègues sur cette figure-là, et elle nous a paru tellement essentielle qu'on a voulu la creuser un peu. Et donc, on a souhaité le faire, évidemment, à une échelle, sinon totalement globale, pour des raisons de difficultés scientifiques, mais au moins à une échelle atlantique, et de se poser la question de savoir comment l'arrivée de la figure du communiste, qu'elle soit une figure solide au sens les militants d'un parti mis en place en bonne et due forme, ou qu'elle soit une figure plus fantasmée dans le cadre d'autres conflits sur d'autres lieux, qu'est-ce que cette figure du communiste peut changer au cours du XXe siècle à des situations conflictuelles, sociales et politiques, et donc essayer d'attraper cette figure à une échelle transatlantique et globale, à la fois pour en envisager donc les différentes modalités et puis pour essayer de comprendre les circulations de cette figure de l'ennemi communiste au cours du XXe siècle. Pour ça, je m'étais rapproché de collègues. Alors, dans mon programme, je travaille déjà avec des collègues d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, aux côtés de collègues européens, bien entendu. Et je me suis rapproché de deux collègues. Un collègue brésilien qui s'appelle Rodrigo Sapato Motar, qui est un spécialiste de l'anticommunisme, du communisme et de l'anticommunisme au Brésil. Et puis une collègue allemande qui s'appelle Katerina Edzinski, qui est de l'université de Tübingen. Et tous les trois, on a décidé d'essayer de monter un colloque qui nous permettrait de rassembler, première étape d'une double étape, hein. La première étape, c'est d'aller en Amérique du Sud pour y rassembler principalement les travaux de chercheurs jeunes et parfois très jeunes sur ces questions du communisme et de l'anticommunisme dans le domaine latino-américain et nord-américain, donc dans les Amériques, tout en complétant de la présence de gens qui travaillent déjà sur l'Europe, mais en donnant comment dire, en insistant particulièrement sur les travaux menés sur les terrains américains au pluriel. Et puis, il y a le deuxième événement se prépare pour l'année suivante, qui sera un événement qui nous rapatriera en Europe et dans lequel, cette fois, on mettra un peu plus l'accent sur les terrains européens, tout en, là aussi, en continuant le dialogue et en faisant traverser l'Atlantique à un certain nombre de nos collègues. Et donc, ce premier événement, eh bien, il a eu la chance d'être soutenu par le GRIP. J'ai fait une demande. Vous avez eu la gentillesse de l'accepter. Et donc, ça a permis de cofinancer ce colloque qui va se dérouler sur 3 jours et qui débouchera donc à la fois sur une publication scientifique, hein, sur des articles sélectionnés à l'issue du colloque, et puis donc sur ce deuxième événement, les deux événements l'un et l'autre étant le prolégomène sans doute de la mise en place d'un réseau international de chercheurs, dont les deux pôles principaux seront l'Europe et l'Amérique latine, mais qu'en réalité on voudrait étendre cette fois en direction à la fois du terrain africain et des terrains des continents asiatiques. Donc voilà, en gros, c'est ça le projet. Donc on travaille d'abord à partir d'une première rencontre, puis d'une seconde, et ensuite on essaiera de monter un réseau sur ces questions d'anticommunisme et de conflictualité contemporaine. Très bien. Moi, peut-être une question qui m'intéresse, ce serait, bon, il y en a peut-être une, c'est que dans le cadre de l'événement, voilà, on l'a titré aussi 24 heures dans un même monde, et avec la question de qu'est-ce qui a changé avec la globalisation autour de ces dernières 25 ans, avec l'idée d'introduire un peu ce point de vue du temps. Et donc, peut-être par rapport à votre thème que vous nous partagez ici, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être des éléments que vous pourriez peut-être, je ne sais pas, partager avec nous sur la question de cette figure de communisme, anticommunisme au cours du temps, pardon. Est-ce que, voilà, elle reste toujours, disons, la même qu'originalement, ou bien justement le contraire, elle a beaucoup changé? Au cours du temps et de l'espace, l'intérêt a varié. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a 25 ans, en tout cas pour le terrain européen, dans une certaine mesure, c'était peut-être vrai aux Amériques aussi, mais c'était le cas en tout cas nettement en Europe, le sujet du communisme, comment dire, a perdu de son intérêt. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'excellents travaux qui ont été publiés, évidemment, à la fin des années 90 et puis dans les années 2000, mais c'est un sujet qui, pour les raisons qui vous sembleront évidentes, la chute du mur, la fin de l'Union soviétique, tout d'un coup, c'est un sujet qui a perdu en intensité. Il y a eu des choses très intéressantes dans les années 90, le début des années 2000, avec l'ouverture momentanée des archives russes.
donc des internationales, etc. Mais ensuite, le sujet s'est un peu perdu. Et puis, il est réinvesti pour des raisons qui vous sembleront là aussi sans doute évidentes, de remonter des conflictualités politiques et sociales dans la société, de aussi sans doute, soyons un peu à la Mannheim, de passage des générations aussi qui viennent à réinterpréter ces situations-là. Et donc, il y a eu une réactivation assez intense dans les 5-10 dernières années de l'historiographie sur le communisme, et notamment investi de cette perspective globale. Or, cette perspective globale, à mon avis, elle est intéressante. Alors, elle est intéressante en soi, elle est aussi, comment dire, on est à l'époque de l'histoire globale, donc comment dire, tous les sujets ont été ou sont rattrapés et attrapés, saisis par cette perspective globale. Dans le cas du communisme et de l'anticommunisme, ça me paraît assez intéressant dans la mesure où les situations sont pas exactement les mêmes et donc les interprétations sont très différentes. Mhm. J'entends les interprétations lourdes de ce que signifiait communisme et anticommunisme entre les différents continents. Je prendrai un exemple qui est celui qui va nous préoccuper là pour le colloque qu'on va organiser. Entre autres, on parle, alors évidemment, on parle anticommunisme, discours de conspiration, etc. Pourquoi? Parce qu'en Amérique latine, globalement, l'interprétation du communisme et de l'anticommunisme, comment dire, va nettement du côté de l'interprétation des fantasmes, c'est-à-dire du biais analytique qui fait qu'on étiquette des mouvements politiques ou des personnalités politiques comme étant communistes, qui est un c'est malfamé pour une partie des acteurs. Et donc, on plaque la grille communiste, en particulier dans la guerre froide, sur des mouvements politiques qui n'ont pas forcément partie liée au communisme international. Et donc, il y a beaucoup d'interprétations. Je peux vous montrer un livre récent de collègues qui participent à mon programme de recherche, en espagnol en plus. Vous voyez, on écrit sur le fantasme rouge. Et donc, on écrit beaucoup sur les imaginaires, les fantasmes, la construction de l'image du communisme. Ça existe aussi dans les littératures sur les terrains nord-américains et européens, ça. Ça fait partie du travail et de la réflexion sur le communisme et l'anticommunisme, donc sur le rôle de ces tropes dans les conflits contemporains. Mais en Europe, on a une historiographie qui est un peu différente pour la simple raison que l'ennemi communiste, il est plus concret. Il y a des partis politiques, il y a des organisations, parfois très puissantes, en France, en Italie, et évidemment, a fortiori, l'expérience de l'Europe de l'Est. Et donc, il y a une manière d'aborder la question du fantasme ou du biais qui n'est pas exactement la même. Et donc, on a trouvé intéressant, dans le cadre de ce colloque, d'aller se poser la question de comment on envisageait ce différentiel et comment on pouvait, en quelque sorte, réunir les deux historiographies en travaillant sur cette question des récits conspiratoires impliquant la figure du communisme. Ce qui est intéressant, c'est que le communiste, enfin, pour moi, pour nous qui organisons le colloque, c'est une sorte de cas limite de la réflexion sur les discours conspiratoires en histoire et ce que peut en faire un historien ou une historienne. À savoir que la menace communiste comment dire, est surinvestie de discours conspiratoires, qu'on soit en Amérique latine ou en Europe d'ailleurs et ailleurs. Mais dans le même temps, elle existe, de fait. Il ne s'agit pas des protocoles des sages de Sion ou des Illuminati. Il y a effectivement une internationale communiste avec des appareils clandestins, le Comintern, il y a des partis politiques, donc quand ils sont assez puissants dans les pays concernés, une partie de leur appareil est clandestine, ils se cachent, tout ça est soutenu par une puissance étrangère. Bref, vous voyez, le discours complotiste se construit à partir d'un objet qui malgré tout est un peu solide. Et vous voyez donc pourquoi il est intéressant, à notre sens, de prendre une perspective globale pour aller étudier des lieux où, disons pour le dire très vite et un peu mal, le fantasme est franchement de l'ordre du fantasme, quand de l'autre côté, à nouveau de manière très caricaturale, il l'est beaucoup moins. Et donc comment on envisage le positionnement analytique des historiens, des historiennes, et puis au-delà des sociologues, sur ces questions de discours conspiratoires dans la conflictualité politique. Voilà, j'espère que c'est pas trop pénible ou compliqué ce que je vous raconte. Non, Non, c'est écoute, super c'est intéressant. passionnant, hein. C'est passionnant, merci beaucoup. Stéphane, je ne sais pas si tu veux faire une question, mais c'est vrai Ouais, que fait une question et après on va devoir couper, je pense. d'accord. Oui, non, c'était juste pour rebondir un peu sur tout ce qui vous nous racontez, et notamment sur l'Amérique latine, sur les Amériques, parce que bon, c'est quelque chose que j'ai vécu ici depuis la Colombie, depuis d'autres pays de l'Amérique latine. C'est parce que moi, franchement, dans mon expérience, et j'ai été aussi touché par ces imaginaires du communisme. Et moi, par exemple, j'étais surpris et quand je suis arrivé en France pour la première fois et j'ai vu qu'il y avait là, à Jean Jaurès, il y avait tout un bâtiment et du Parti communiste français parce que pour nous, et les mots communiste, être communiste dans notre imaginaire, voulait toujours dire être clandestin et ou faire partie d'un groupe armé.
Donc, pour nous, et en Amérique latine, c'était l'idée qu'on nous transmettait toujours dans l'opinion publique, les infos, etc. Et c'était quelque chose très influencé par l'hégémonie nord-américaine, par l'hégémonie états-unienne et en Amérique latine. Et je voulais vous poser justement cette question. Pourquoi? Et ça reste toujours d'actualité. Et aujourd'hui, en Amérique latine, et les mots communisme ou être communiste restent toujours chargés et par cet imaginaire ou ces fantasmes qui nous a été donné justement des luttes anticommunistes des États-Unis. Et je voulais vous poser ces questions de comment cette influence a été particulièrement ancrée ici en Amérique latine ou peut-être dans d'autres régions du monde aussi, mais comment ça a fonctionné, et comment depuis les États-Unis, il y a ces fantasmes ou cet imaginaire qui s'est diffusé un peu partout dans le monde. Alors, il y a plusieurs manières de vous répondre. D'abord, oui, moi, j'habite pas très loin du cœur de la conspiration, quelque part. Ce très beau bâtiment de Niemeyer, en plus avec un architecte d'Amérique du Sud, qui est venu construire le bâtiment gratuitement pour le Parti communiste français. Euh, c'est difficile de répondre à votre question. Une partie de l'extension de cet imaginaire a bien entendu partie liée avec la guerre froide. Hein, donc avec ce qu'on appelle parfois en histoire la longue guerre froide, c'est-à-dire à partir de la révolution bolchevique, évidemment, et puis de manière plus accentuée à partir de 1945 dans la guerre froide tout court, où tout conflit international, vous le savez, toute conflictualité même interne finissait par être imprégné à nouveau de ce trope communiste anticommuniste, puisqu'on y voyait toujours, à raison ou pas à raison, la main des uns et la main des autres, hein, la main des grandes puissances, et donc la bataille devenait idéologique. Après, pourquoi ça joue un plus grand rôle en Amérique latine? Je suis mal placé pour vous répondre et pour l'instant, moi, je me pose la question. Donc, je vais au colloque aussi avec pas mal de curiosité et de questions dans mes bagages, bien que je vais avoir des difficultés à écouter les collègues qui vont intervenir en portugais, mais je ferai le maximum. Mais je vais avec cette question-là un petit peu. Peut-être que moi, j'ai tendance à penser que c'est lié au fait que le communisme, c'est plus un fantasme en Amérique latine et donc, ça peut survivre à la disparition du communisme stricto sensu. En France, les communistes, c'est guerre fantasmée. Mon père et ma mère, moi, par exemple, ont eu la carte du Parti communiste. Mon père l'a quitté assez vite, mais ma mère, elle est restée. Elle a resté jusqu'au début des années 80. Pendant 10 ans, elle a eu la carte du Parti communiste. Donc, moi, ma mère, qui est très gentille, vous la rencontreriez, vous verriez tout de suite qu'il n'y a pas grand-chose à craindre de ce genre de personnes, quoi, hein. C'est-à-dire, y compris parce qu'elles sont finalement assez petites bourgeoises ou bourgeoises et très installées dans leur vie et qu'il n'y a pas de raison de renverser le système, encore moins de travailler pour les camarades d'Union soviétique. Peut-être qu'en Europe occidentale, en tout cas en France et en Italie par exemple, ça fonctionne un peu moins bien, pour l'instant en tout cas, parce que on garde dans les générations encore vivantes l'image du communiste officiel, entre guillemets, avec sa carte, son parti, sa section, membre de la CGT probablement, ou du SNES pour les enseignants. Et donc on est peut-être moins bercé par ce fantasme et par cette idée du danger communiste en réalité, du danger interne, du danger domestique. Il y a eu ça évidemment en Europe occidentale, mais dans la période de guerre froide, un peu moins en quelque sorte, par le fait que le communiste s'identifiait aussi comme un individu que vous pouviez croiser dans la rue. Et là, je pense vraiment en particulier à l'Italie et à la France, ouais. Donc il n'y a pas cette image du communiste clandestin en France, dans la mémoire française. Et la dénonciation du communisme, elle reste assez molle, hein. Regardez, dans les discours publics français, on dénonce le socialisme, c'est-à-dire les impôts, etc., mais pas vraiment le communisme, si vous cherchez quand ils vont chercher une vieille image. Voilà. C'est différent en Amérique latine, c'est aussi différent aux États-Unis, où Trump a réactivé, hein, le Trump communiste, mais alors il est complètement en l'air, quoi. Moi, ça me fait penser à, aux États-Unis, ça me fait penser à l'accusation d'anarchisme dans les années 30 ou les années 50. C'est-à-dire c'est un héritage du passé qui est remobilisé, mais qui en réalité n'a plus de point d'appui concret dans la société américaine. Il y a très peu de communistes. À ceci près que, comme dans les universités françaises aux États-Unis, il y a désormais à nouveau des réunions de pseudo-trotskistes ou de pseudo-maoïstes. Mais enfin, ils sont guère nombreux, hein. Je vous rassure, hein, si ça vous inquiète. Merci Alexandre. Je pense qu'on resterait plus longtemps, mais on va se tenir un peu au format de cet événement particulier. Mais merci beaucoup. Je pense que tu peux couper. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Un dernier mot enregistré, peut-être, c'est moi qui remercie le GRIP au nom de mes collègues de nous permettre de cofinancer cet événement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Of Paris. We want to welcome you to a segment in which we will be talking about globalization and cultural imaginaries.
And for starting this segment, we have two very special guests. We want to present you Fanny Chabrol and Divine Fu, who are joining us from Johannesburg. Very welcome. You're very welcome, Divine and Fanny. And we wanted to start this conversation with you with a short presentation of yourselves and maybe a short presentation of the project you're leading, you're developing together. Okay, so I will start. Thank you so much. My name is Fanny Chabrol. I'm an anthropologist at IRD and CEPED, Centre Population and Development in Paris. I work mainly on public health and health-related questions and mostly around public hospitals and health systems in Africa and in Europe. I have been attached to Yuma, the center that is directed by Divine Fu, during a period of 2 years, when we developed a project that we will discuss just after. Yes, my name is Divine Fu. I come from Cameroon, from a place called Bafut and an area called Mankanikan. I am an anthropologist here and also director of the Institute for Humanities in Africa. I've known Fanny for many years, since time in Botswana, when I was also doing work on HIV. And Fanny was doing work then on hospitals, the political economy of hospitals, and particularly with HIV. And since then, we've built a really good relationship and commitment, to work together and friendship personally, but also intellectually. So the project that we have now comes from so many years of thinking and also working together. Thank you. Thank you very much, Divine and Fanny. It's very nice to have you here with us. So maybe if now you could present a little bit the project in which you're working together. Mm-hmm. Yes, thank you. The project that we have had the chance to be supported by the GRIP is called The Future of Hospitals, thinking through scenarios from the Global South. And it comes from years of discussions and years of practice of ethnographic fieldwork, especially on my side in multiple places in the continent. And I guess we discuss many aspects of healthcare and lack of access to quality healthcare and dignified healthcare on the continent and in hospitals. But also we felt like a frustration about the lack of diversity and the lack of innovation about what was being written and said about the state of hospital, and the picture was very dark. And so we wanted to really acknowledge the diversity and the local experiences and the engagement with global issues that are very specific and very rich over the continent. So we come from a perspective that we call also the hospital multiple, that is acknowledging that hospitals are very specific places. They are very central to the practice of biomedicine, to pandemic responses, to developing healthcare for the population. But at the same time, they need to be approached with a much more diverse perspective rather than only medical or public health perspectives that we know and we used to experiment in various collaborations, and that is good. But really, we wanted to open the way, the field and the discussion for a great variety of perspective. And so when I came here to Cape Town, to the University of Cape Town, and work with Divine Fu and his team, the idea was really to try to work with a project that Divine was developing here around artificial intelligence, and how the global project of digitalizing and healthcare and providing new solutions with artificial intelligence was going to transform how healthcare is provided and how ethics is developed and acted upon. So
that's really how we are currently discussing to bring together our perspective on that very special aspect of healthcare and care that is hospitals and public hospitals, to give more flesh to perspective on infrastructure, architecture, engineering, many aspects that are important to gather together. So that, yeah, maybe, yeah. That's very interesting. It's a very interesting project. And you mentioned that in the whole project in which you're working around the imaginaries of the hospital of the future, there's a special place, a specific place for Africa, right? For imagining Africa. So I wanted to ask Divine, maybe if we could go a little bit farther on this idea of the place of Africa in cultural imaginaries out of the project you're working with Fanny, and in general in your researches, in your reflections. Yeah, so thank you very much, and thank you, Fanny, for introducing the project. And I should start by saying that we are located in a particular space. On the one hand, it's a space which is Africa, on the other hand, it's a place that is Africa. And we can approach it as a space, we can approach it as a place. But when we look at the history of knowledge production and also the history of interventions globally, Africa as a space and as a place is often approached with a particular disdain. I mean, many people have written about this, but I often like to quote my own countryman, Achille Mbembe, who in the post-colony starts off by saying very early on that thinking about Africa as a rational place or rationally is not something that ever comes to us naturally. So this means that written in our DNA, and particularly in the DNA of knowledge production, in the DNA of scientific interventions, and particularly in the DNA of the health sector and medicine, which is at the core of the colonial project, it does not approach the continent very rationally, or if at all it does, it's approached as a very dark place, as a place for experimentation, as a place with diseases. You know, when I first arrived in Europe in 2005, and times in which I wanted to do a vaccine or I was sick, I was taken to the Tropical Institute, which was an institute that was related to things that came from Africa and from other parts of the South, because these were places of epidemiology. Epidemiology developed at that time as a particular discipline that was associated with the South, but particularly with Africa. Mm-hmm. So in the DNA of the work that we do, of scientific production, of medicine, of health intervention, of administration, government, and all global projects, Africa is seen as a very dark a place. So the project that we have and that we are introducing also happens to emerge within the context of decolonization, the push for decolonization. So we have seen the way in which the world responds to emancipatory projects. And we've seen particularly in Europe and in France in particular, how the response to both the post-colonial project and the decolonial project is really one of disdain and abandon. But the project that we are doing is pushing this question: how do we think about the hospital and the future of the hospital, and thinking about the South and other scenarios within this context of decolonization? So what is it that we should take seriously? And how can Africa, not just as a place that is dark, but Africa, as we were discussing today, with Fanny, as a method, Africa as a framework, Africa as a way to ask critical questions about the world, how can it contribute? And I think there's no better space to have to do this
than in the context of the hospital, which brings together lots of different intersections. The question of the global projects come into play. The project of the state comes into play. A political economy comes into play. Scientific production and science itself comes into play. Knowledge production, and particularly within this context of technological shifts. So Africa is really here an opportunity to offer us something to reflect about our critical entanglements that we find ourselves today in the world with nature, with environment, with health and all its consequences, and also the ways in which our global politics takes away people's dignity and respectability. Thank you very much, Divine. I don't know, Fanny, if you wanted to say something as well, or if I should pass to a different question, but I would like also to hear from Yeah, thank you. I your just want perspective. to emphasize also the issue that, you know, health research or research on health on the African continent has always been done through also big international north-south partnership, research partnership that are involving, you know, huge amount of money, huge flows of capital and of people circulating, and that has generated lots of, you know, imbalances in regards to knowledge production. And I think our project is really also to look at that critically and to reflect on that as a way of how, you know, how would we do that kind of research, how we would, you know, find alternative ways to get to know what people are experiencing on the ground and how we could do things differently. And that's very important. And I think, you know, UMA and the University of Cape Town have been also challenging this kind of unequal and unethical north-south research partnerships. And that's very important also to have in mind that doing research is not always just you know, the topic and the themes and the data collection to be able to publish. It's also the way really we are together. We at UMA, we speak a lot about, you know, conviviality in research, and there's friendships, there's conviviality, and there's also the need for us to be together and to understand each other and to acknowledge also these power imbalances and the structures of power that are there and that are important to also always challenge. Yeah, I think that's important. Thank you very much. I wanted to say something, Divine. And no, I think the question about partnerships and collaborations that Fanny raises is important, and that it's not just the interventions in the health sector. I mean, the very concept of the hospital itself is a concept that is born out of a particular context. It's a concept that carries with it a particular history, and when one transposes and transports that context, that concept elsewhere, that's a concept that has significantly, on the one hand, improved lives, but at the same time brought with it lots of particular knowledges, practices, and technologies that has tended to devalue people. So the entanglement with the colonial project, the entanglement with the patriarchal project, the entanglement with ableist projects, the entanglements with heteronormativity projects. So it's important to take seriously these entanglements, that while health is one of those areas where we've made lots of advances, we should not forget that these advances are also made on the back of lots of very difficult histories, very difficult relationships, and also the very difficult and unequal collaborations. So one side of the world is taken as just a place for experimentation, and also a place to extract pathogens, and a space to extract pathologies, and also as a site for testing, and also as a space for consumption.
while another part of the world is just one that either owns forces of capital, technology, and also has the power to patent and therefore to control. So your body can be patented, your plants can be patented, your diseases can be patented. So, and I think rethinking these collaborations, the inequities and inequalities that are in this collaboration is also an important part of these initiatives. Like, how do we build more transformative collaborations, between the North and the South, the East and the West, and within particular places and within particular countries. Yeah. Thank you very much. And maybe I just wanted to ask you a final question, because the format of this conversation are like really short inputs about what you're doing. But in order to finalize a little bit our conversation about the very interesting work you're doing together, I wanted to ask you, we were talking, and Divine was mentioning that all the work around imaginaries that you're doing, particularly in the case of Africa, has a decolonial, it's part of a decolonial effort of imagining different imaginaries, precisely of those colonial imaginaries that created Africa in some sense, or created an idea of Africa. I remember Valentin Mudimbe the idea of Africa. And I wanted to ask you how those imaginaries of Africa in the world and the imaginaries of Africa within globalization can walk towards something that we could call a concrete utopia, that it's not only something that stays in the place of the imaginary, of the imagination, but that could become concrete. Well, I mean, I think the first step is to take affirmative action seriously. That's the first step. I think taking affirmative action seriously, not just as a push for people in the margins to be included, but as a reminder about the importance of dignity and respectability is very critical, because I do think that our response to affirmative action, and also our response to all emancipatory projects, is a response which mainly focuses on our conceptions and imaginaries about the people who activate this. So it is more how we inhabit the world, how we cohabit the world in a more dignified and respectable manner, because we are all sharing the space. And without treating each other respectfully and respectably, I think we are actually doing destructive work to each other. And if you put it simply, you can see the ways in which knowledges have been extracted from particular parts of the world. So unlike what we often think, that these are places of foolishness, stupidity, and very low knowledge production, because oftentimes we would count knowledge production in terms of publications and citation indices. We forget that many of the discoveries that we have actually come from these places that we consider as places that are either indigenous or too local, to be counted. So this push is really to take that seriously, that the decolonial project is not necessarily to destroy what we have, but to expand what we have, to be more pluriversal, if we use Escobar and the others, to be more intersectional, if we take from feminist and also from queer studies. It allows us to enrich the world better, if we quote Francis Nyamjuan, incompleteness, to acknowledge that
our world is about reaching out to enrich, and not really to empty ourselves. And it improves medicine, it improves humanity, and the project of sustainability that we are trying to achieve, and the project of having to saving nature, save the world, even goes better because we are doing it more collectively and inclusively than we should. Yeah. Yeah, I think if I can add maybe to conclude that the utopian concrete is really also about like thinking science, not, you know, very often we'll see science as something Western that's really like that's going to nowhere, and that's crazy, and that's really something to fight against, and fighting against, you know, Western centralistic conception of science and knowledge production, and really, yeah, looking for how to pluriverse the perspective is really very, very important. I mean, there's no way out of this kind of conception. Yeah. Well, thank you very much, Divine and Fanny. I mean, we don't have much time for our conversation because of the format of this marathon, but maybe if you want to say a last word to finalize our conversation, or if you said what has to be said. I think we are ready to pass on the light for the marathon to continue from I think Madagascar somehow in this panel, from what I heard. So it's not too far. And thank you to GRIP. Thank you. You know, thank you to GRIP and those who fund and finance GRIP, you know, for the opportunity of having to do this kind of thinking, especially in a context where funding is being taken away from this kind of work. So I think we need to be appreciative that there are still institutions that continue to create this important space that we need to advance humanity by having to think in a way that people don't always think the results are immediate, but really offer thinking that contributes to humanity, but that we cannot really always count tangibly in ways that people want to count. Thank you. Thank you very much for those words and for joining us in this marathon, and hope to see you soon again. Thank you. you. Bye-bye. Yeah, Thank bye. you. Bye-bye.